C'est vrai? Non, mais... Un, deux. Ça marche le micro? Oui, c'est bon. Parfait. Très bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir à l'INSEP. Alors, Jérôme m'avait préparé un vrai discours de ministre. Merci, Jérôme, mais je ne vais pas le lire. Je ne vais pas le lire, mais je le garde. Il est très bien fait, très bien écrit. En tout cas, je vais m'inspirer. Non, rapidement, on ne va pas faire trop de protocole. Donc, vraiment, merci à toutes et à tous d'être présents pour ce temps fort autour du développement durable, qui est pour nous aussi, côté INSEP, un vrai sujet. D'abord de la part des sportifs, parce que ce ne sont pas sportifs et sportives, les derniers à nous mobiliser, nous solliciter pour dire mais il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait faire beaucoup de choses. Bon, ils ont souvent raison. En tout cas, pour dire que l'idée aussi qu'en a INSEP, c'est que tous ces enjeux de société, quels qu'ils soient, font aussi partie de notre préoccupation. Le sport de haut niveau n'est pas coupé de la réalité de la vie. Au contraire, on fait vraiment en sorte que tous les sujets de société soient aussi abordés ici. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on est très heureux d'accueillir l'association qui a un beau projet à nous présenter. Donc, j'en dirai pas plus. Merci à vous. En tout cas, passez un bon moment et vive le développement durable. Merci. Merci Fabien. Concernant le contexte de la genèse de ce projet, c'est une prise de contact assez heureuse avec Armelle Courtois, que j'invite à me rejoindre, présidente de l'association Sport for Future. Et donc avec Armelle, on a discuté d'une très belle initiative qu'elle vous présentera aujourd'hui et pour laquelle il est devenu assez naturel d'imaginer que ça puisse devenir une opportunité à offrir aux sportifs et notamment aux sportifs de l'INSEP. L'un des grands projets que nous avons lancé depuis maintenant 2 ans dans le cadre du projet INSEP Campus d'Excellence, c'est un parcours, c'est le lancement d'un parcours, le parcours Grandir pour gagner. Et dans ce cadre-là, ce parcours Grandir pour gagner a pour ambition d'offrir aux sportifs de l'INSEP qui s'engagent dans ce parcours et qui souhaitent le suivre, de pouvoir s'étoffer un petit peu sur des sujets liés à leur environnement direct de la vie de sportifs de haut niveau, des choses qui sont souvent extrêmement spécifiques, qui tiennent souvent à la spécificité de leur statut au sein de la société. Et on s'est dit qu'il était un peu de mission de pouvoir les accompagner sur des sujets assez forts comme l'engagement citoyen, l'ouverture culturelle et puis la posture professionnelle que les sportifs adoptent dans la gestion quotidienne de leur carrière. Et donc à ce titre-là, le fait de chercher à les aider à mieux être au monde, on ne pouvait pas se passer de la dimension éco-citoyenne. Et donc, quand on a cherché un petit peu les initiatives qui nous paraissaient structurantes, qui nous paraissaient intéressantes, sur lesquelles on pouvait se pluguer pour réfléchir ensemble à des choses à proposer, on est tombé sur Sport for Future. Et donc, l'initiative de Sport for Future est vraiment quelque chose d'intéressant. Le fait de pouvoir inviter Sport for Future à l'INSEP pour construire ensemble l'expédition 2026 nous paraît être quelque chose d'extrêmement intéressant pour aider les sportifs de haut niveau qui le souhaitent de développer une forme d'engagement par rapport à leur responsabilité, mais aussi par rapport aux enjeux contemporains liés au bouleversement climatique que nous sommes en train de vivre. Et en fait, l'accompagnement que vous proposez cadre complètement avec la mission de service public qui est la nôtre, d'accompagner les sportifs de haut niveau sur ces sujets-là aussi, parce qu'on est tous évidemment convaincus que la performance n'est pas qu'une question de physique et qu'elle s'accompagne de la globalité de l'athlète. Et donc à ce titre, bienvenue à vous et merci de votre présence parmi nous pour la présentation de ce projet. Alors déjà, merci à tous d'être là. Pour planter un petit peu le décor, en fait, cette initiative, elle est quand même née de l'initiative de 2 athlètes. Donc, mon compagnon Martin Thomas qui a fait les Jeux à Tokyo en canoë slalom et moi-même qui suis athlète en kitesurf. Et en fait, effectivement, on a fait le choix, suite au Covid, de monter des expéditions
sur les lacs de haute montagne pour se servir du kitesurf comme emblème aquatique pour parler d'un sujet plutôt environnemental qui est la fonte accélérée des glaciers due au dérèglement climatique. Et en fait, on s'est aperçu de la portée de la fenêtre du sport. Et on a eu envie en fait de transformer un petit peu cette expérience auprès de tous nos pairs et donc du monde sportif. Et c'est de là qu'est venue l'envie de créer Sport for Future, donc, qui est une initiative qu'on a imaginée dans la continuité de ce qu'on avait vécu avec les expéditions en haute montagne, qui s'était enrichie de notre collaboration avec des scientifiques et notamment plus précisément Jean-Baptiste Bosson qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Et c'est aussi retrouver cette proximité avec le monde scientifique qui nous tient à cœur et qu'on essaye d'amener aux sportifs qui ont évidemment un manque de temps, un temps qu'il faut rationaliser, qu'il faut optimiser. Et donc, on essaye à travers ces 2 jours et demi d'apporter le maximum aux sportifs en peu de temps. La proximité avec le monde sportif, retrouver la source, on va dire, un petit peu primaire de l'information, retrouver l'information scientifique à sa source, vivre quelque chose, parce que pour s'engager sur le long terme, on est convaincu qu'il faut un déclic émotionnel et que c'est pas forcément derrière des PowerPoint qu'on peut l'avoir et que le Yaka Faucon a trouvé ses limites, je pense qu'on en est tous convaincus. Et pour ça, voilà pourquoi on va sur les glaciers, pour vivre une expérience ensemble, entre athlètes, et que le partage entre athlètes est très important, puisque le premier frein qui revient quand on parle avec les athlètes, c'est le manque de légitimité, notamment lié au transport et aux contraintes du monde international, de la compétition internationale. Et tous ces pièges-là, on essaye de les déjouer ensemble grâce aux scientifiques qui nous rassurent aussi, qui nous confortent dans l'intérêt des athlètes à s'engager, y compris pour le monde scientifique, Jean-Baptiste vous en dira sûrement 2 mots, et aussi de voir qu'il y a plein de formes d'engagement et qu'on peut tout à fait contourner ce sentiment de manque de légitimité qui finalement n'est que la traduction des contradictions qu'on a tous en nous dans la société. Donc finalement, les athlètes portent en eux les mêmes choses que la société, et ça, c'est un pouvoir très fort pour la transition, puisque finalement, on se fait aussi l'ambassadeur de problématiques que toute la société porte en elle. Et ça, c'est très important avec le pouvoir d'influence des sportifs à l'heure actuelle, notamment avec les réseaux et toutes les communautés qui suivent les athlètes. Donc voilà un petit peu le décor. Je vais donner la parole à Jean-Baptiste pour que vous puissiez avoir déjà, dans un premier temps, le fondamental, c'est-à-dire les enjeux autour de l'environnement, de la biodiversité, parce que s'engager, c'est bien, mais pourquoi on le fait et savoir vraiment pourquoi on le fait, c'est encore mieux. Jean-Baptiste, à toi. Merci beaucoup Armelle et merci beaucoup à l'INSEP de m'inviter. Je suis très honoré d'être là, étant passionné de sport et entendant parler de l'INSEP depuis très longtemps. Donc, je découvre. Donc moi je suis glaciologue et puis peut-être la grande question, je vous présente un peu mes travaux et ce qu'on fait, mais c'est pourquoi on s'intéresse au monde du sport et comment on essaie de travailler ensemble, mais aussi avec le monde de l'art, avec comment on a besoin d'essayer de créer des coalitions, de montrer qu'on habite tous sur la même planète et qu'on a tous des leviers d'action complémentaires pour essayer de bouger les choses. Donc je travaille vraiment là-dessus. En fait, on vit une immense crise, je crois, actuellement de compréhension, de sensibilité. On sait tous qu'on vit dans une période de crise écologique sans précédent. Probablement qu'on est les gens les plus conscients de tout. Ça fait 300 000 ans que notre espèce, Homo sapiens, on est sur Terre. On est probablement les plus conscients de la gravité de la situation et à quel point on est dans une situation critique. Et pourtant, socialement, sociétalement, on a une incapacité à faire face à ça. Regardez les politiques publiques, regardez les débats publics, regardez les élections municipales. Pas grand monde parle de la crise écologique et du destin de l'humanité qui se joue maintenant. On a vraiment l'incapacité à comprendre, je crois. La première chose, c'est ça. Et donc, moi, c'est ça qui m'a attiré à travailler sur les glaciers, c'est que les glaciers nous permettent vraiment de comprendre qu'est-ce que veut dire la crise climatique. Le dérèglement du climat, depuis la période industrielle, depuis 200 ans, c'est 1,3 degré. Si on change le thermostat de cette pièce de 1,3 degré, pour personne, ça veut dire quelque chose. Pour un sportif, pour n'importe qui, un scientifique, ça ne veut rien dire, on n'a pas les capteurs sensibles. Pour les glaciers alpins, 1,3 degré, c'est 80% du volume en moins. Donc c'est un objet qui est hypersensible, un écosystème qui est hypersensible et qui nous permet de comprendre la gravité de ce qui se joue avec ces tout petites variations du climat. Donc on travaille vraiment là-dessus. Je ne vais pas aller trop en détail sur ce qu'on fait, hein. Après il y a un moment de questions, mais vraiment là plutôt parler de l'engagement et comment on peut travailler tous ensemble.
Nous, on travaille sur la mort des glaciers, comment on peut l'enrayer, et puis ce qui arrive en miroir du retrait des glaciers, qui est les nouveaux écosystèmes primaires qui naissent du retrait glaciaire, comme des forêts, des lacs. Venez à Sport for Future sur le terrain avec nous l'été prochain, si ça vous intéresse, que je crois que ça... Comme disait Armel aussi, c'est pas que des PowerPoint qui sont utiles, il faut ressentir ces choses sur le terrain. Et les conséquences de la fonte des glaciers, j'ai juste mis en bas le chiffre. Depuis 1900 sur Terre, le niveau global des océans, c'est plus 23 cm. Et le principal contributeur, ce sont les glaciers dans le monde. Donc en gros, les conséquences, elles sont majuscules, elles touchent la Terre entière, et pourtant, on bouge peu ou pas. Autre chose, bon là je m'éloigne des glaciers, mais pour vous donner on ne vit pas qu'une crise climatique, il ne suffit pas d'inventer un aspirateur à carbone, on vit une crise de rapport entre les humains et la planète. Et moi, un livre qui a changé ma vie, qui est très important, qui s'appelle Les Racines du ciel, sur la protection des éléphants en Afrique. Depuis quelques centaines d'années, les éléphants en Afrique, c'est moins 98%. Imaginez les budgets de l'INSEP, imaginez je ne sais pas quelle activité sportive, on enlève 98%. Je vous parlais de la fonte des glaciers depuis la révolution industrielle. À droite, c'est un article scientifique qui est sorti il y a quelques temps, je trouve, qui est fascinant et qui est vertigineux, sur la masse des mammifères sur Terre, incluant les humains. En haut, c'est les humains et les animaux qu'on utilise pour l'agriculture, pour manger. Et en bas, c'est les animaux sauvages. Il y a 200 ans, on est 50-50 en termes de poids. On avait déjà beaucoup exterminé, mais on a le même poids. Regardez aujourd'hui où on en est. 95% de la biomasse, de la masse des mammifères dans le monde, 95% c'est les humains et c'est les animaux qu'on mange. Il reste plus que 5% de faune sauvage. On vit l'effondrement du vivant. Désolé, ça fait peur, mais je pense que, comme je vous dis, qu'on vit un problème d'une crise de comprendre les choses, c'est qu'on devrait avoir ça tous les jours, quand on se réveille. C'est ça l'amplitude de la crise qu'on génère, et c'est ça ce que notre société génère dans le monde. Voilà, malheureusement, on parle de beaucoup d'autres choses. Il y avait 7 figures qui étaient sorties pendant la crise du Covid sur les vagues à venir, et le Covid était une crise terrible pour le monde du sport, pour le monde de la science, pour la société. Derrière, c'est la récession, et puis derrière, il y a les gigantesques vagues dont on n'a pas les capteurs sensibles pour comprendre, et de comprendre ce qu'il faut faire politiquement pour réagir. J'ai juste entouré les 2 premières vagues, parce que 99,9% de l'argent public, des politiques publiques, du monde de l'entreprise, travaille ou est là sur le... En gros, aujourd'hui, on nous parle de la fin du mois, on nous parle du prix du gasoil, on ne nous parle pas du tout de ce qui arrive derrière, qui est juste en termes de puissance, qui va tout dévaster. Tout ça pour dire qu'on l'a vu avec les JO de Paris, on le voit émerger avec les JO, là je reviens sur le monde du sport, avec les JO d'hiver de 2030. On ne peut pas faire, ou en tout cas c'est important que le monde du sport ne fasse plus comme s'il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas le contexte dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et le monde du sport a une place immense à prendre, non pas du tout pour vous culpabiliser le monde du sport, mais de par l'influence, de par le rêve que génère le sport dans nos sociétés, de l'image actuelle, le sport a une place hors norme pour inspirer les gens et être un catalyseur du changement. C'est pour ça qu'on travaille ensemble avec Armel et avec d'autres sportifs de haut niveau. Donc une des réponses pour nous face à la crise, c'était de créer des projets qui sont scientifiques pour aller jusqu'à la politique, parce qu'il ne suffit pas d'alarmer. L'humanité n'a jamais eu autant conscience de la gravité de la situation. Les rapports scientifiques se succèdent, les rapports du GIEC, vous avez sûrement entendu parler, c'est les plus grands efforts d'intelligence collective de l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu autant de cerveaux ensemble connectés, maintenant il y a les supercalculateurs, il y a l'IA, il y a tout ce que vous voulez. On sait qu'on est droit dans le mur et qu'on y va à une vitesse vertigineuse. Et pourtant, on ne bouge pas, donc ce qu'il faut changer, ce n'est pas tellement plus de science, ce qu'il faut changer, c'est comment on transforme la politique. Et c'est là aussi où le monde du sport a un rôle clé à jouer, enfin le monde des leaders d'opinion, quels qu'ils soient, de questionner quel est l'impact qu'on a, mais comment on peut aider à transformer les choses positivement vers des politiques. Donc nous, une de nos réponses, c'est la boîte à gauche, là c'est tous les partenaires, c'est d'avoir créé un projet qui s'appelle Ice and Life, et d'avoir beaucoup de partenaires. Et vous voyez qu'il y a aussi des acteurs du monde du sport, il y a Millet qui est une marque de montagne, il y a Patagonia qui est une marque de montagne, Picture, qui décident. Patagonia, peut-être vous savez tous, mais ceux qui ne le savent pas, c'est une marque, c'est la première marque dans le monde qui a décidé de dédier tous les fonds générés à la protection de la nature dans le monde. Il n'y a plus d'actionnaires pour Patagonia, le seul actionnaire, c'est la planète Terre. C'est quand même extraordinaire, et ça vient du monde du sport, de l'industrie du sport. Donc, nous faire coalition, ça change tout. Moi, je suis scientifique reconnu. Si je vais voir un élu, on n'a pas beaucoup d'audience. On travaille moi, j'ai créé une association de protection de la nature. On va voir dans les territoires, on agit pour l'intérêt général. On agit juste pour que tout le monde ait de l'eau, de l'oxygène et puisse avoir une vie durable, et des enfants qui ont une vie durable. On ne nous écoute pas. Et par contre, quand on a plein de logos comme ça autour de nous, et quand on a le monde de l'entreprise, quand on a le monde du sport, quand on a des mondes qui font partie aussi du monde dans lequel on vit, on a beaucoup plus d'audience.
Donc faire coalition et doutez jamais de l'influence que vous avez, qui n'est pas des fois directe, qui est beaucoup plus large sur qu'est-ce qu'on raconte, comment on monte des histoires tous ensemble. Je ne peux pas du tout aller en détail, mais si ça vous intéresse, on cherche toujours des gens pour raconter ce qu'on fait, diffuser les messages. Mais une des grandes parties, nous, du travail, c'est d'aller sur le terrain, de documenter la fonte des glaciers, l'arrivée de la biodiversité, l'arrivée des menaces aussi. Vous voyez là les lignes à haute tension qui arrivent très très vite dans certains des derniers endroits sauvages de la planète, là où disparaissent les glaciers, des écosystèmes ultra sauvages qui naissent. Il y a 3 ans, on avait publié le destin de tous les glaciers du monde dans Nature. Alors Nature, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais c'est comme en sport faire les JO et avoir une médaille aux JO. C'est la revue scientifique la plus prestigieuse au monde, où c'est hyper dur de publier là-bas. Hein, et donc, mais ça montre aussi le peu d'impact qu'on a. Enfin, on a un petit peu d'impact politique, mais ça montre le très peu d'impact qu'on a. Ce papier-là, c'est des années de travail colossaux avec toute une équipe de chercheurs au plus haut niveau mondial. On a très très peu d'impact. Une publie des fois d'un sportif de haut niveau ou d'un leader d'opinion a beaucoup beaucoup plus d'impact. C'est là où il faut qu'on joue tous ensemble. Mais en tout cas, on essaye à notre manière, à notre haut niveau à nous, qui est de proposer des travaux scientifiques, de mettre des solutions sur la table et d'essayer de mobiliser tout le monde. Je ne vais pas trop loin dans les détails sur le fond, hein, c'est plutôt pour vous raconter ce qui se passe. Mais gros, l'idée, c'est de montrer que les glaciers, mais on pourrait parler ici des forêts, des lacs, des rivières, de tout ce que vous voulez de la planète Terre, des océans. On a l'impression que tout est gratuit. On a l'impression qu'on ne doit rien, qu'on peut tout utiliser à l'infini. Et puis on détruit tout. Les écosystèmes naturels sont clés. On ne sait pas vivre. Regardez, ils sont en train de lancer une fusée sur la Lune, mais pourquoi faire à part dépenser des milliards pour la puissance des États-Unis, à peu près rien. C'est le seul endroit de l'univers où il y a de la vie, c'est la planète Terre, où on connaît la vie. Et l'humanité est la première espèce à avoir un tel impact et aller chercher des planètes ailleurs après avoir tout détruit dans le seul endroit de l'univers où on sait qu'il y a de la vie. Moi, je trouve ça vertigineusement bête. Donc il faut qu'on protège mieux la planète et qu'on respecte mieux les écosystèmes. Donc nous, on essaye de partager ça contre beaucoup de menaces qui arrivent en haute montagne. Voilà. L'immense défi, c'est comment on passe d'alertes scientifiques qui font un peu peur comme ça et qui ne sont pas que des récits très positifs, à la désirabilité. Moi, c'est vraiment un mot qui me passionne, le mot désir. Comment on rend plus désirable l'idée de travailler pour l'intérêt général, l'idée de prendre soin de la nature, l'idée de prendre soin des enfants, plutôt que de vouloir tout détruire et de faire le max d'argent dans un moment possible. Donc nous, c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec Sport for Future, par exemple, et je voulais vous montrer un autre exemple. Générer du désir, c'est travailler avec le monde de l'art. On a créé un festival qui s'appelle Agir pour les glaciers, sur transformer les choses, transformer sur un moment joyeux, un moment où on devient un peu plus intelligent tous ensemble parce qu'on est avec des artistes, on est avec des intellectuels, on est avec des chercheurs, on est avec des sportifs. Sport for Future était partenaire. On avait aussi la Kilian Jornet Foundation, c'est un trailer. On a organisé une course avec les gens pour sensibiliser les gens. Comment on rend désirable l'idée de prendre soin de la nature et de la planète Terre ou de la vie de nos enfants, ce qui devrait être très important pour nous, mais qui n'est pas toujours. Et puis, grâce à ça, vous voyez qu'en bas, il y avait la ministre de l'écologie qui est venue, parce que si on arrive à raconter un récit qui est désirable, on arrive à transformer les politiques, donc c'est ce qu'on essaie de faire. Un exemple de ça, on a réussi à convaincre l'État français de s'engager à protéger tous les glaciers. C'est le premier État au monde qui s'est engagé à protéger tous ces glaciers de cette manière, donc on est content. Maintenant, l'immense enjeu, on pourrait dire c'est facile, depuis Paris, le président Macron, le ministère s'est engagé à protéger tous les glaciers. On parlait de la Maurienne tout à l'heure, c'est très difficile dans les territoires à faire comprendre aux gens qui habitent dans les territoires que protéger une zone, donc tout le monde part en vacances dans le monde et tout le monde va visiter les parcs nationaux, mais personne n'en veut chez lui. C'est comme les éoliennes, on sait que c'est indispensable, mais personne n'en veut trop proche de chez lui. Et donc l'immense défi, c'est de rendre acceptable et désirable localement l'idée de prendre soin de la nature et d'embarquer les gens. Donc là, les sportifs peuvent avoir un immense rôle d'ambassadeur. Et donc on a un projet comme ça. Et on a aussi travaillé avec des sportifs localement sur créer une zone protégée. Ça, c'est le sud du Mont Blanc. Donc le sommet derrière, il fait presque 4000 mètres à Bourg-Saint-Maurice. Et comment on implique les gens, on implique les enfants, on implique les adultes, les habitants, les sportifs, pour créer une zone que eux construisent. Nous, on est juste là pour mettre la donnée scientifique sur la table, pour créer un processus, et après, c'est les gens qui travaillent dans une convention pour essayer de bouger les lignes. Je vais juste finir là-dessus, mais donc on croit vraiment décisivement à l'engagement du monde du sport pour bouger les lignes, parce qu'on en a besoin, et sur des exemples positifs, non pas liés au sport, mais juste pour vous dire que agir est ultra utile et encore possible. Le premier article, tout à l'heure, je vous montrais sur l'effondrement des populations des animaux.
La première figure, c'était, comme je vous le montrais, il reste 95% d'animaux humains et proches des humains et très peu de sauvages. Ça, c'est les évolutions des populations de baleines dans le monde, de tous les cétacés, de tous les mammifères marins. Et vous voyez que là aussi, depuis la période industrielle, quand on a inventé les bateaux industriels et la pêche industrielle, vous voyez l'effondrement des populations des mammifères marins. Mais on voit que la courbe, elle a changé de direction à partir des années 70 et 80. Pourquoi? Parce qu'il y a des politiques publiques, parce qu'on interdit la pêche à la baleine dans le monde, parce que dans la communauté internationale, en tout cas, il y a des... Et donc, je pense que c'est très important de dire, pour protéger la nature, la biodiversité, l'air, l'eau qu'on boit, etc., il y a plein de choses à faire et les solutions sont décisives. Nous, on travaille plus spécifiquement sur les glaciers, et là encore, c'est très important de dire, c'est nous qui avons le levier entre les mains pour perdre quasiment tous les glaciers sur Terre et avoir des conséquences sans précédent et une planète difficilement habitable, ou alors prendre soin collectivement des glaciers, agir pour le climat et vraiment sauver l'immense partie des masses de glace. Ça se joue maintenant et on manque typiquement, on a tout dans la science. Toutes les alertes scientifiques sont là, tous les articles sont là. On n'arrive pas à transformer ça et à faire atterrir ça dans le champ politique. C'est là où le monde du sport, mais je ne culpabilise personne, hein, mais le monde du sport qui vit parfois en dehors des enjeux sociétaux pourrait s'engager un peu plus, mais comme on travaille avec le monde de l'art, on travaille avec tous les gens qui ont un impact dans notre société, un peu plus de l'image et du divertissement. Et puis, voilà, on peut agir dans les territoires partout, et il y a des dispositifs locaux portés par l'Office français de la biodiversité, qui n'est pas très loin d'ici, qui est à Vincennes aussi, qui permet de mieux protéger la nature dans le territoire avec des engagements citoyens et des engagements où le monde du sport pourrait avoir totalement sa place. Donc je ne vais pas aller trop en détail là-dessus, mais je crois qu'il y a vraiment plein de belles opportunités pour agir à plein de niveaux différents. Voilà, c'était juste une petite intervention pour vous montrer la gravité, malheureusement. Je préférais vous dire que tout va bien, hein, mais ça ne va pas très bien, malheureusement. Vous voyez qu'on n'en parle pas du tout dans le monde actuel, hein, du local à l'international, et qu'on a besoin de bouger les lignes et que le monde du sport peut vraiment nous aider à ça. Donc je vous remercie pour votre attention. Alors, je vais essayer d'enchaîner avec autant de brio et de vous faire entrevoir quelques solutions, notamment comment, en nous rejoignant, on peut participer à aider en tout cas le processus qui conduirait à une amélioration de la situation. Donc, je l'ai présenté déjà brièvement, mais... Attends. Un, deux, oui. Donc je l'ai présenté déjà brièvement, mais voilà, pour les intervenants, donc Martin et moi, c'est vraiment un événement qui nous tient à cœur parce qu'il rejoint tout ce qui nous passionne et tout ce pourquoi on a envie de se battre, donc le sport, mais aussi la nature. Et voilà, par exemple, Martin, dans les réussites qui ont jalonné sa carrière, son alternance avec le monde naturel, le fait d'aller courir en montagne, le fait d'aller faire du canoë dans des milieux naturels, puisqu'à la base, le canoë est quand même un sport qui se pratique sur des milieux naturels et qui aujourd'hui a muté vers quelque chose de plus en plus artificiel. Donc voilà, ça a quand même... moi, je fais du kite, c'est typiquement voilà, en milieu plutôt océanique, mais en milieu naturel. Ça a quand même façonné notre amour pour le sport, donc on avait envie de rendre un petit peu l'appareil à cette nature qui nous a amenés dans de si belles contrées. Donc, pour vous donner 3 mots concernant la volonté de Sport for Future, on voudrait rendre le sport moins impacté. On aura l'occasion d'en parler aussi à Sport for Future, mais en fait, au-delà de l'impact du sport, il y a aussi le sport qui est impacté par les dérèglements climatiques, pour des raisons de santé, pour des raisons géopolitiques, pour plein de raisons. Le sport subit aussi les conséquences de ça et les performances des athlètes aussi peuvent en pâtir. On voit des fois, notamment par exemple en tennis,
On voit qu'il y a eu des problèmes de grosse chaleur qui ont altéré les facultés des athlètes, qui des fois sont obligés de reporter des matchs, d'interrompre des matchs, qu'il y a eu des malaises. Voilà, c'est les matchs de foot qui sont de plus en plus aussi interrompus pour l'hydratation des joueurs. Certaines courses à pied qui sont, même en France, qui ont été annulées à cause des conditions climatiques. Aujourd'hui, on voit aussi les conditions de guerre qui peuvent remodeler un petit peu les plannings internationaux. Donc voilà, on voit que ce sont des enjeux aussi qui sont impactants pour le sport. Donc c'est aussi rendre le sport moins impactant bien évidemment, et plus contributeur au niveau de la société, puisque on parle souvent de transition écologique, mais en fait il est difficile d'envisager de faire une transition au niveau de la société si les modèles de réussite ne changent pas. Or, aujourd'hui, les sportifs font partie des modèles de réussite de la société les plus inspirants. On voit bien voilà, un petit peu la source d'inspiration énorme qu'ont été les Jeux de Paris 2024. Sauf qu'aujourd'hui, quid de ce que transmettent aussi les athlètes aux jeunes générations, notamment à travers les réseaux sociaux, entre autres, mais pas que ça. Moi, je dis souvent, il y a une partie privée et il y a une partie publique. C'est-à-dire que quand on est athlète, qu'on a des millions de followers ou même des dizaines de milliers de followers, on devient un personnage public. Et donc, on devient aussi un petit peu responsable de ce qu'on montre sur Internet. Donc après, qu'on soit sous le joug de plannings internationaux, de contraintes qui ne sont pas forcément inhérentes à nous, on peut avoir un levier d'action en off, notamment en s'engageant au niveau des fédérations internationales, des commissions des athlètes, des commissions RSE, etc. Mais à côté de ça, on est aussi responsable de ce qu'on montre. Donc je prends souvent un exemple pour les athlètes. Par exemple, le transport, vous n'êtes pas responsable du fait que vous deviez prendre l'avion énormément pour vous rendre sur les compétitions. Par contre, ce que vous en faites comme message, notamment à travers vos publications de réseaux sociaux, ça, c'est une responsabilité qui vous appartient. Montrer l'avion comme un modèle de réussite en disant voilà, je prends l'avion, c'est génial, je l'ai pris 10 fois dans le mois, je suis allé là. C'est vrai qu'en soi, on veut pas mal faire, mais finalement, on véhicule l'idée que l'avion est un symbole de réussite. Alors, je prends l'avion volontairement parce qu'il cristallise beaucoup de débats, mais au final, on peut juste ne pas montrer qu'on le prend, et en fait, finalement, on se concentre sur les résultats sportifs, sur le sport, et pas forcément en mettant en avant le moyen de transport. En fait, l'action, ce qu'on réalise nous, c'est la même chose. Par contre, le message qu'on véhicule est un petit peu différent. Et en fait, tant que ces modèles de réussite dont font partie les athlètes n'auront pas évolué dans les messages qu'ils font passer, il sera difficile aussi d'enclencher une transition vraiment efficace au niveau de la société. Et c'est là où, même si on ne brandit pas forcément un étendard, notamment sur ces réseaux sociaux, pour faire l'apologie de l'écologie, rien que repenser son mode de communication, ce qu'on met en avant dans ses publications, mais aussi dans ses interventions, notamment auprès des commissions, des athlètes, etc., et ben en fait, c'est un impact très fort. Donc en fait, c'est tout ce qu'on fait aussi en souterrain qu'il faut repenser et sur lequel on essaye d'outiller les athlètes et de faciliter en fait cette appréhension et cette compréhension des enjeux. Ensuite, l'ADN vraiment de Sport for Future, c'est le terrain. Donc comme on l'a dit, c'est le déclic émotionnel, c'est de ressentir les choses sur le terrain et de les comprendre, notamment avec les scientifiques. Et donc c'est pour ça qu'on organise tout ça à Chamonix. Puisqu'on a en plus un patrimoine naturel qui est exceptionnel en France et qui plus est exceptionnel à Chamonix pour comprendre tout le levier d'action autour des glaciers. Donc le mieux pour comprendre un petit peu ensuite tout ça in situ, c'est que je vais vous partager une petite vidéo où vous pouvez vous rendre compte de ce qu'on fait là-bas et de comment ça se déroule. On a voulu regrouper un maximum de sportifs, de tous sports confondus, pour les sensibiliser à une cause qui nous a touchés sur notre projet Riding to Explore, c'est-à-dire le recul des glaciers chez nous, dans les Alpes. Et tout ça au contact de plusieurs acteurs qui œuvrent déjà dans ce sens, avec notamment des glaciologues, des acteurs locaux, la vision plutôt associative avec l'association Une bouteille à la mer et enfin la vision vraiment sportive, notamment de Kylian Jornet. J'étais pas revenu depuis 2016 à l'Aiguille du Midi et
Là, j'hallucine. Au moins, il y avait la glace. Aujourd'hui, c'est des cailloux. C'est une année qui est exceptionnelle avec tous ces épisodes de canicule. Et monter là-haut pour nous rendre compte de la situation qu'il y a et voir comment on peut, nous, comme sportifs, en parler, en discuter, agir pour ça. Moi, je suis un peu là pour sensibiliser puis amener de la donnée scientifique. Mais moi qui travaille dans la protection de la nature, l'idée aussi c'est de montrer et de partager le fait que l'enjeu il n'est pas que sur le climat, il est aussi sur la protection de la nature, sur la protection de la ressource en eau et que tout est connecté dans une grande lutte comme ça ou dans un grand besoin d'agir. Et pour agir, nous les scientifiques, on a vraiment besoin de relais et du monde du sport qui nous aide vraiment à toucher un tout autre public. Et ce qui ressort sur tout le week-end, c'est de dire voilà, le but c'est de faire des efforts et d'évoluer chacun à son rythme. Et j'ai des éléments maintenant, notamment avec l'intervention de Kylian hier et la discussion avec les autres athlètes pour apporter des solutions et évoluer. Par contre, je sens la responsabilité et le rôle qu'on peut avoir. Effectivement, on a des gens qui nous suivent, on a un impact notamment sur les jeunes. Nous, les montagnes, on voit qu'il y a un impact, on voit moins de neige l'été, ok, super, mais en fait, là, on doit aussi expliquer les conséquences de la fonte des glaciers. Et ça fait encore plus réfléchir. Parce que tu dis que ce que tu vois là, les générations futures, elles verront pas ça. En fait. D'où l'intérêt d'agir, ouais, et on est là aussi pour prendre conscience des choses et que si tout le monde fait ce qu'il peut à son échelle, en fait, il peut y vraiment avoir une répercussion bénéfique quoi, pour la suite. Alors pour reprendre un petit peu... Avec autant d'arnaques réalistes de nos jours, il est facile de se sentir piégé. Libérez-vous. Grâce à Avast Antivirus gratuit, désormais doté d'une bonne petite pub. Voilà, donc pour reprendre un petit peu les objectifs principaux donc de Sport for Future, c'est de vraiment pouvoir co-construire un sport plus engagé, un sport moins impacté, moins impactant. Mais c'est avant tout aussi le partage entre athlètes, puisque en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de réticences en fait à l'engagement qui sont très communes. La réticence numéro 1, c'est le sentiment de manque de légitimité. J'en parlais avec Jade déjà en décembre, mais c'est vrai que c'est souvent ce qui freine. Donc on est là aussi pour partager ses peurs, partager ses freins, partager aussi des choses qu'on a pu essayer, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché pour ceux qui ont déjà tenté des choses. Et en fait déjà de se retrouver collectivement entre athlètes et d'échanger les problématiques qu'on a, sachant que le but c'est d'avoir le maximum de sports réunis, de sports différents. On s'aperçoit qu'il y a des problématiques qui ont pu être résolues, qui ont pu se résoudre dans certains sports et d'autres qui peuvent s'en inspirer et inversement. Donc c'est aussi tout cet effort collectif qui est important et qui apporte beaucoup et auquel on tient, puisqu'en fait on fait des petites promotions donc de 10 à 20 athlètes maximum pour qu'il puisse y avoir vraiment un esprit d'équipe, une cohésion qui se forme pendant ces 2 jours et demi. Et il y a beaucoup d'athlètes qui gardent des liens au-delà de l'événement. Donc voilà, Lou par exemple, qui vous a adressé un petit mot après qu'on verra, mais qui a été membre de la promotion 2024 et pour autant ça ne l'a pas empêché d'avoir des globes directement après, le gros globe cette année. Donc on voit aussi que en fait, s'engager, c'est pas forcément un frein à la performance et qu'il y a plein de manières de s'engager. Donc notamment soit en sensibilisant, en éveillant les consciences selon les possibilités de chacun, mais aussi en œuvrant, comme je disais, un petit peu en sous-marin, dans les instances, sans s'exposer forcément. Aussi, un gros levier d'action, c'est ce qu'on va faire avec ses sponsors et l'action qu'on va avoir. En fait, un sponsor qui vient chercher un athlète, c'est qu'il a besoin de votre image, il a envie de profiter de votre image. Donc, quelque part, vous avez aussi la main pour pouvoir formuler certaines clauses et certaines ambitions, notamment au niveau de l'utilisation de votre image et des enjeux climatiques.
Bon, ça, j'en ai déjà pas mal parlé. Pour reprendre plus concrètement sur ce qu'on fait à Sport for Future, donc en gros, la partie écosystème et grand public, vous en préoccupez pas forcément, c'est une extension qui concerne pas directement les athlètes, même s'ils sont invités à y participer. C'est 2 jours pleins pour les athlètes et en fait on arrive la veille, donc on fait une première soirée où on se présente Icebreaker, on fait des petites activités pour un petit peu générer cet esprit d'équipe et mieux se connaître. Et ensuite on part pour 2 jours pleins où en gros les matinées vont être des matinées terrain. Où on va notamment sur les glaciers, sur la mer de glace à chaque fois et sur un autre site. Donc en général, voilà, il y a toujours une activité mer de glace parce qu'avec initiation à l'escalade de glace si les conditions le permettent, mais parce que voilà, c'est quand même très criant. La situation de la mer de glace en général est très parlante. Donc voilà, c'est un incontournable pour avoir un petit choc émotionnel. Et ensuite, on fait une autre activité qui est souvent, là, ces derniers temps, un petit trail pédagogique mené par Xavier Thévenard. Donc Xavier Thévenard qui participe à l'événement, qui m'épaule là-dedans depuis la première édition. Et donc, on va cheminer un petit peu dans la nature et on s'arrête sur des points d'intérêt pour un peu comprendre ce qu'il y a aussi au-delà, que ce n'est pas une question seulement de climat pur, mais qu'il y a la biodiversité derrière, il y a l'accès à la ressource en eau, il y a plein de choses qui sont inhérentes au dérèglement climatique. JB en a pas mal parlé, et donc on essaye à travers ce cheminement en trail de faire quelque chose de ludique qui reste un petit peu sportif pour que vous ne soyez pas à l'arrêt pendant ces 2 jours et demi. Et l'après-midi, on a des ateliers vraiment plutôt d'outillage, notamment savoir calculer son bilan carbone, son empreinte eau. C'est des fondamentaux, parce qu'en fait, notamment dans la communication qu'on peut faire autour de l'engagement, en fait, c'est Kylian Jornet qui a beaucoup appuyé là-dessus. En fait, si vous regardez son process, un de ses process, c'est d'être transparent, d'afficher son bilan carbone, et d'être dans le factuel et de dire je veux m'améliorer. En fait, c'est vraiment le conseil qu'il a donné aux athlètes, c'est quand on veut s'engager et notamment quand on se sent capable de publier sur ces sujets-là, le premier critère à avoir, c'est la transparence. C'est de dire d'où on part, et puis pour s'améliorer, il faut savoir d'où on part. Si on ne sait pas déjà s'évaluer et savoir d'où on part, c'est difficile de dire qu'on s'améliore ou qu'on régresse. Donc c'est vraiment avoir tous ces indicateurs en main pour pouvoir s'évaluer et pour pouvoir, si besoin en est, faire preuve de transparence. Donc ça, c'est une des choses qui plaît beaucoup et sur lequel on vous rend autonome. Ensuite, le deuxième point qu'on a abordé, c'est l'alimentation, puisque comme on disait, les transports cristallisent beaucoup de critiques. Mais il y a un point qui est très facile et pourtant très impactant, c'est l'alimentation. C'est un des gros bras de levier pour baisser son impact et baisser notre pression sur la planète. Et ça, c'est quelque chose qui, quand on l'aborde, y compris sur les réseaux sociaux, est beaucoup plus diplomatique, on va dire, que les transports. Donc, c'est un bras de levier qui est très facilement atteignable pour s'engager. Donc, on réalise des recettes avec un chef qui vient vous former, qui vient aussi répondre aux questions sur la performance liée à la végétalisation de la performance, tordre un peu le cou aux idées reçues que pour faire de la performance, il faut avoir de la prot et de la prot animale. Il y a beaucoup de grands sportifs comme Novak Djokovic, comme Serena Williams, comme Lewis Hamilton, qui sont végétariens, voire véganes. Mais là, le but, c'est pas de devenir un ayatollah du véganisme, c'est juste au moins d'apprendre comment introduire et comment introduire correctement dans une notion de performance. On peut végétaliser son alimentation et comment le faire de manière ludique. Parce que aussi, souvent, on ne sait pas comment faire et donc des fois, on s'écœure aussi un petit peu. Et quand ça devient compliqué, on n'a pas le temps, on abandonne. Donc, on le fait ensemble et à l'issue de l'atelier, en plus, on a tout un petit carnet de recettes végétales à faire en 10 minutes. Donc, ça rend bien des services. Et enfin, après, la deuxième après-midi, on fait un petit média training sur lequel... Voilà, par exemple, Alexis Danjon, qui est là, qui est journaliste à l'équipe, nous a donné un coup de main l'année dernière, puisque l'équipe suit l'événement depuis 3 ans, est régulièrement présente, et donc on essaye aussi
d'aider ensemble les athlètes à se sentir un petit peu plus à l'aise avec les questions relatives à tous ces enjeux, puisque on a eu des athlètes, notamment des sports d'hiver, qui étaient des fois un petit peu pris à partie sur les interviews, notamment à cause de la neige artificielle, de tout ça. Et donc, on essaye de répondre comme ça. Là, cette année, comme il y avait les JO de Milan, on avait fait des simulations d'interviews pour, mettons, à l'arrivée des Jeux de Milan sur la neige artificielle, etc., et avoir des éléments de réponse pour ne pas se sentir non plus otage de ces situations qui vont se multiplier et auxquelles les athlètes vont être de plus en plus confrontés. Et enfin, ça se termine par un speed dating, action dating qu'on appelle, où en fait, là, le but, c'est d'avoir entre une dizaine d'initiatives engagées. Donc ça va de collaboration avec les scientifiques à des associations. Il y en a, il y a par exemple des fois les climato-sportifs avec la manchette, il y en a qui sont à l'INSEP. Le but, c'est en fait de voir qu'il y a plein de façons de s'engager et d'être directement en contact avec certaines. C'est pas du tout, c'est pour donner un échantillon. Mais en gros, si on a envie d'être en lien direct avec quelqu'un, on a des gens sous la main déjà qui sont prêts à vous aiguiller, qui sont prêts à vous accueillir. Et quand on n'a pas le temps de s'engager parce qu'on est sportif, on peut le faire avec des gens qui ont le temps, des associations, des initiatives qui existent déjà et qui vont le faire pour vous. Et ensuite, vous n'aurez un petit peu que ponctuellement des relais à faire avec eux, soit relais en termes de communication sur les réseaux ou quoi, ou des fois, une fois par an, on fait par exemple un ramassage de déchets avec son club ou quoi. Et ça, il y a plein de gens qui peuvent vous aider à monter ça sans que ça devienne chronophage et énergivore pour vous. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et à partir de là, je vais vous passer 2 petites vidéos. J'en ai oublié une. De Lou Jean Monod et Axel Clerget qui vont vous faire un petit témoignage de ce qu'ils ont ressenti en venant à Sport for Future. Et après, pendant ce temps, j'inviterai Faustine à monter pour qu'elle puisse vous partager son expérience, puisqu'elle est venue avec nous en 2023 sur Sport for Future. Sport for Future, ça a été pour moi l'occasion d'apprendre beaucoup de choses, en tout cas d'un peu améliorer mes connaissances dans le domaine de l'écologie et puis de la sustainability qui doit être améliorée dans les années à venir dans le milieu du sport. Et ça a été vraiment enrichissant de pouvoir discuter avec d'autres athlètes, avec d'autres points de vue. On avait tous des sports très différents et des manières d'aborder le sujet très différentes. Pour ma part, j'ai tendance un petit peu à rester discrète sur le sujet et en tout cas à préférer m'informer et à voir ce qui est possible et envisageable. Et c'est exactement la manière dont est abordé le sujet avec Sport for Future. C'est plutôt, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, une manière de s'informer, d'être plus terre à terre sur le sujet et puis de voir dans quel sens on peut faire évoluer les choses ensemble d'un premier abord de manière discrète et puis pour ceux qui le souhaitent être un peu plus engagés. Mais en tout cas voilà, pour ma part c'est surtout essentiellement de la discussion, de la mise en commun et puis une volonté de s'engager plus ou moins discrètement en fonction des ambitions et ça a été c'est vraiment une bonne chose et je pense que c'est important. Voilà. Bonjour à tous, c'est Axel Clerget. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sport for Future. J'ai eu la chance d'être invité à la première journée de Sport for Future par Martin et Armel, qui est un événement incroyable. Ils cherchent à sensibiliser les athlètes sur le réchauffement climatique, sur l'impact de nos comportements sur cette belle planète. C'est un sujet qui est tellement important. Nous, les athlètes, on ne peut plus être égocentrés et penser qu'à nous. C'est important qu'on voit autre chose, ça nous nourrit et on a cette chance d'être un rôle modèle, de pouvoir inspirer certaines personnes. Alors, ce n'est pas que les sports outdoor qui doivent se mobiliser pour cette cause qui est si importante. J'avais la chance d'être le seul non-outdoor sur cette première édition. Alors, tous les athlètes INSEPiens, olympiens, doivent se mobiliser pour ce réchauffement climatique et lutter contre ça.
Voilà, moi c'est des actions concrètes. Ils vous permettent d'aller sur le terrain, de se rendre compte du réchauffement climatique. Nous, on a été voir la fonte des glaciers à Chamonix. Il y a des temps d'échange, des temps d'inspiration, des prises de conscience grâce à des témoignages de glaciologues. J'ai eu la chance d'avoir un témoignage aussi de Kylian Jornet qui permet de déculpabiliser certains athlètes dans leur prise de parole. Voilà, c'est tout ça. C'est aussi des rassemblements d'athlètes qui font tellement de bien. On a tellement besoin à l'heure actuelle. Vous savez que ça nous élève. Donc ça nous permet de vous élever grâce à ce rassemblement d'athlètes, trouver des amis dans d'autres sports qui vont permettre d'évoluer dans votre sport et surtout vous ouvrir sur une prise de conscience assez importante. À très vite et bon courage et je vous souhaite le meilleur Sport for Future. Voilà, Faustine, si tu veux nous rejoindre, parce que je pense qu'après le mieux, c'est aussi d'avoir l'avis de ceux qui sont passés par Sport for Future et de voir ce que ça a pu leur apporter. Merci d'être là en tout cas. Alors, je pense qu'il y a 2 mots qui m'ont marqué dans votre discours à tous les deux. Déjà, le mot déclic émotionnel, c'est vraiment moi ce que j'ai ressenti dans mon expérience. C'était très dur. C'était quand même très dur émotionnellement parce que on se rend compte de choses qu'on sait au fond de nous mais qu'on évite parce que c'est très anxiogène comme sujet. Et il y a eu beaucoup de déculpabilisation parce que, comme tu dis par exemple, aujourd'hui c'est très difficile par exemple pour moi en tout cas de ne pas prendre l'avion parce qu'on a des compétitions à l'étranger toute l'année qui nous obligent à prendre l'avion. Mais le message, c'était de dire à notre échelle, il y a plein d'actions qu'on peut faire à côté de ça. Là, par exemple, prendre l'avion, oui, pas forcément le montrer. Ne pas prendre l'avion, pas possible, mais améliorer son alimentation, essayer de privilégier des moyens de transport du quotidien qui sont un petit peu moins énergivores en tant que... Enfin, voilà, qui sont meilleurs pour l'environnement. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, voilà, c'était le mot désirabilité que j'ai trouvé hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui repousse un peu les gens dans le terme de l'écologie, c'est encore une fois ce côté très anxiogène et culpabilisateur. Et en fait, en réalité, on se rend compte que y a plein de choses qu'on peut faire qui sont hyper positives et qui nous apportent du bien personnel parce qu'aujourd'hui... malheureusement, il y a beaucoup aussi d'égoïsme dans notre société et ça nous apporte du bien personnel et ça apporte aussi beaucoup de bien à l'environnement et au message qu'on peut transmettre en tant que sportif. Donc moi, cette expérience avec Sport for Future, elle m'a vraiment aidé à prendre conscience de plein de choses. Et j'ai pu mettre en place un peu de tout ça au quotidien. Déjà, j'ai arrêté la voiture à Paris, donc je ne l'utilise plus au quotidien. J'ai un partenariat avec une marque de vélo électrique entièrement fabriquée en France et conçue en France. Donc c'est des petits gestes comme ça. J'ai essayé de réduire un maximum la viande, essayer de m'intéresser un peu plus à ce sujet-là aussi. Maintenant, voilà, le partager sur les réseaux, c'est un peu une étape sur laquelle il faudrait que je travaille un peu plus parce que c'est difficile. Mais voilà, en tout cas, tout ça m'a beaucoup aidée et c'était surtout une expérience merveilleuse, très, très dure, mais aussi très belle, et avec beaucoup de belles rencontres et beaucoup d'informations très, très importantes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir ces retours-là parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait. Le but, c'est que ce soit utile. Et ensuite, le dernier point, et après on passera peut-être à des questions s'il y en a, mais c'était que derrière Sport for Future, la porte ne se ferme pas. Le but, c'est d'entretenir quelque chose, d'aider à l'engagement derrière. Donc en fait, on travaille en collaboration. On a aussi co-organisé le Climate Sport Camp, qui est un peu une étape 2 après Sport for Future, qui est un collectif complètement informel d'athlètes, mais qui travaille un petit peu au long cours à faire évoluer le sport sous différentes formes. En fait, un athlète peut venir avec une problématique et on l'aide à construire quelque chose autour de ça. Ou alors, ça peut être également avec les institutions. On travaille notamment avec le ministère des Sports, auquel on fait des recommandations issues des athlètes,
puisque souvent aussi, des fois, les décisions dans le sport se prennent un petit peu loin des athlètes au niveau institutionnel. Et là, le but, c'est d'avoir vraiment quelque chose de remontant des athlètes. Donc en fait, ce collectif se réunit une fois par an à Paris et une fois par an ailleurs. Jusqu'à présent, on l'a fait pendant Sport for Future, puisqu'on fait des rencontres entre ces athlètes-là et les athlètes des promos de Sport for Future pour montrer qu'il y a un après, qu'il y a une force collective derrière. Mais on réfléchit aussi à le faire plus proche des côtes pour varier un petit peu les localisations géographiques et que ce soit plus facile d'accès pour certains. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, ça remonte des athlètes et on le fait remonter jusqu'aux institutions, mais sur un collectif et pas sur des initiatives individuelles où on peut vite être stigmatisé aussi. On a eu des athlètes qui avaient des problèmes, qui avaient des envies au sein de leur fédération, notamment au niveau des transports, au niveau des enjeux de pouvoir avoir une liberté par rapport à leur impact au sein de leur fédération, plutôt que de porter ça individuellement, de potentiellement être stigmatisé, c'est parfois ce collectif-là qui porte ces actions pour pouvoir donner plus de liberté et plus de protection aux athlètes qui souhaitent vraiment s'engager. Donc voilà, ça c'est une chose, mais il y en a d'autres. On est aussi partenaire du Planning Sporting Club qui met à disposition des athlètes des campagnes d'influence toutes faites pour les réseaux sociaux, sur l'alimentation, sur le recyclage du matériel sportif, sur le transport. C'est des campagnes toutes prêtes de graphiques, de chiffres qu'on peut poster en fait tous les sportifs en même temps à des dates précises pour parler de ces différents sujets impactant à nos communautés, mais encore une fois collectivement sur une date donnée et avec un support qui est tout proche et qui est fourni intégralement. Donc la première campagne, c'était sur des infographies. La deuxième campagne, ça a été des vidéos qui avaient été réalisées par l'école des Gobelins à Paris en partenariat. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui derrière vous sont proposées pour trouver chacun le terrain d'engagement qui vous rende à l'aise avec ces sujets. Et on croit beaucoup à la pluralité des solutions. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye d'apporter et on espère que cela vous séduira et que surtout vous aurez envie de mettre les crampons aux pieds pour nous rejoindre à Chamonix. J'ai pas dit une chose essentielle.
partenariat avec l'Institut Life, qui est l'école de Bocuse, en fait, ex-Bocuse à Lyon. On a fait un webinaire il y a quelques semaines, 3-4 semaines, sur tout le volet alimentation, recettes et compagnie, et ça a eu un grand succès. Donc on va établir un petit groupe projet de 8 à 10 personnes avec les collègues de Bocuse pour sortir des fiches recettes. Et du coup, sur la partie où tu expliques que vous avez des fiches un peu végétalisées et tout, est-ce qu'il y a moyen de mutualiser ces informations-là, ou est-ce que vous pouvez nous rejoindre sur les quelques temps de travail qu'on va organiser pour construire des recettes? Alors les recettes, c'est pas de la grande cuisine, l'idée c'est que ce soit des recettes opérationnelles, la valorisation de ce que certains font. À l'INSEP par exemple, à l'internat, ils font des brunchs qui sont adaptés. On va mettre les diététiciens et nutritionnistes de l'INSEP aussi autour de la table pour que les apports protéinés et autres soient adaptés. Donc voilà, je me dis que peut-être votre approche pourrait être complémentaire. Pour expliquer, en fait, ce qu'on appelle le réseau Grand INSEP, c'est 32 établissements, dont tous les CREPS, les écoles nationales, dont Chamonix en fait partie, mais aussi les centres de fédération, Marcoussis bientôt, Roland-Garros. Donc ça touche beaucoup de sportifs, en fait, et beaucoup de jeunes sportifs, parce que dans les CREPS, souvent, avant d'arriver ici, pour quelques-uns, ils démarrent. Donc ces temps-là d'éducation sont importants. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'École nationale d'alpinisme de Chamonix a été partenaire depuis 2024. Donc voilà, c'est une collaboration déjà sur laquelle on avait bien fonctionné avec Manuel Brissot. Et pour la partie cuisine, il n'y a aucun problème. Au contraire, je pense que plus on mutualisera et plus on mutualisera aussi les messages, c'est-à-dire à parler ensemble des mêmes sujets, plus la caisse de résonance et l'impact sera fort aussi. Ça, je pense que c'est un gros levier aussi, et c'est aussi l'intérêt que je vois au partenariat de l'INSEP aujourd'hui. C'est au-delà des moyens et des facultés de chacun, c'est aussi d'avoir un message commun pour augmenter la caisse de résonance auprès des athlètes, auprès des institutions sportives. Moi, j'ai rendez-vous. Donc, on est parrainé par le ministère des Sports. Là, on est en cours pour voir avec le Comité national olympique. J'ai rendez-vous avec eux le 8 pour étendre au-delà du ministère au Comité national olympique. Et donc, ça va un peu dans le même esprit que ce dont on parle pour l'alimentation, c'est que voilà, plus on mutualisera les messages, plus on s'associera les uns aux autres pour, plutôt que faire des initiatives chacun. Je pense que c'est très intéressant, au contraire, de se fédérer sur ce genre de sujet qui plus est. Et l'INSEP est présent aussi dans l'association des centres mondiaux, qui s'appelle la SPC, qui regroupe plus d'une centaine de centres sur les 5 continents. Éventuellement, on peut aussi vous donner une vitrine pour venir expliquer aux partenaires, aux équivalents de l'INSEP, qui parfois sont des centres de gouvernement, d'autres fois des centres olympiques, c'est assez variable. En tout cas, ces sujets-là, je pense que chaque centre olympique ou paralympique peut être sensible, évidemment, à cet enjeu. Oui, ce serait très intéressant, d'autant que voilà, on commence aussi à avoir l'intégration de quelques athlètes internationaux à leur demande. Alors souvent, c'est des athlètes qui ont un rattachement à la France. Par exemple, on a eu Maya Clotens là en 2025. Voilà, elle est franco-belge, donc elle est venue... Elle court pour la Belgique, mais évidemment, elle a ce rattachement à la France et elle s'entraîne beaucoup avec les filles de l'équipe de France de biathlon. C'est comme ça que voilà, elle en est venue à nous contacter. On a Jessica Fox qui est multi-médaillée. On compte pas les titres olympiques, qui pareil est quand même franco-australienne, donc elle a toujours son rattachement à la France et qui fait qu'on se connaît très bien, donc qui est intéressée aussi pour rejoindre le programme qui à la base a été pensé pour les Français par raison de priorité et puis de facilité de fonctionnement. Mais voilà, d'autant plus que s'il y a cette caisse de résonance qui de toute façon se fait de plus en plus et de plus en plus loin, ce ne sera que vertueux, je pense.
Super. Alors, je me permets un petit résumé, notamment sur le process. Donc, 3 temps à retenir. Le premier, on vient de le vivre. C'était la conférence de lancement qui donne maintenant lieu à une phase de candidature. Donc les candidatures pour les sportifs de l'INSEP, ça se passera via un formulaire qu'on va vous faire parvenir le plus largement possible dès la semaine prochaine. Ensuite, on récolte les candidatures et on te les transmet pour sélection si on a trop de candidats. Ça va nous amener sur le temps 2, le climax, l'expédition à Chamonix, qui aura lieu pendant l'été, au mois d'août. Et puis, le temps 3. Le temps 3 pour nous, qui n'auront pas la chance de vivre cette expédition. On aimerait que vous reveniez nous voir, peut-être à l'automne, pour partager vos enseignements, partager peut-être votre déclic émotionnel, puisque sans aucun doute vous le vivrez là-bas. Et donc tous ceux qui auront eu la chance d'aller sur cette expédition 2026, l'idée c'est de pouvoir venir partager vos enseignements et partager votre expérience avec le plus grand nombre, pourquoi pas ici même, à l'automne prochain, de manière à pouvoir clôturer cette année 2026 et puis discuter de la suivante. Voilà. Donc, merci encore à vous pour cette belle collaboration qui s'amorce. Merci pour tous ceux qui étaient ici présents et ceux qui nous suivront bientôt sur l'enregistrement de cette conférence. Et puis, n'hésitez pas à candidater. Peut-être un point qui est quand même assez important et qu'on n'a pas mentionné, mais c'est sur le fait que si vous êtes sélectionné pour cette expédition, vous embarquez dans un projet qui vous est totalement offert. À aucun moment, on va vous demander de payer Voilà, quoi que ce soit. C'est vrai que c'est un point important sur lequel je ne reviens pas assez. Mais en fait, du moment où l'athlète part de chez lui, au moment où il revient, tout est pris en charge. Les trajets, le logement, la nourriture, l'encadrement. On est encadré par des guides de haute montagne. Donc voilà, il y a un encadrement professionnel sur toutes les activités. Haute montagne et moyenne montagne sur la partie trail. Mais voilà, tout est absolument pris en charge. On fournit la tenue d'alpinisme, même si voilà, on ne va pas faire le Mont Blanc quand même. Mais les crampons, etc. Enfin, de toute façon, on fait l'inventaire ensemble, ça en est pris en charge, mais il n'y a vraiment aucune participation qui est demandée. Ça, c'est vrai que c'est un point important. Et pour l'INSEP, j'en profite aussi, puisque sur la partie écosystème, donc on a lancé le Cham Sport Lab l'année dernière, qui était une réunion des écosystèmes autour des univers. Donc l'année dernière, on a fait les sports d'hiver et la course à pied. Donc il y avait notamment l'UTMB, la Fédération française de ski, Fédération internationale de ski, Fédération internationale de biathlon. Il y avait le CNO qui était représenté. Il y avait des athlètes. Il y avait des sponsors. Et le but de cette journée, c'est de réunir tout l'écosystème des univers concernés pour pouvoir prendre des mesures ensemble qui font consensus, des mesures concrètes. Parce qu'aussi, former les athlètes, mais s'ils ne peuvent pas évoluer dans un écosystème serein qui va dans leur sens, on voit que c'est très compliqué. Donc le but aussi, c'est l'extension du Sport for Future pour les athlètes. C'est le Cham Sport Lab qui est vraiment un think tank qui a quand même pour but de poser sur la table des mesures concrètes d'ici 2030 à mettre en place. Et donc j'invite bien entendu l'INSEP et ses représentants, l'École nationale d'alpinisme, à participer sur la partie sport d'hiver, bien entendu, mais à participer à ces réflexions et à l'élaboration de ces mesures qui sont après aussi remontées au niveau institutionnel, au niveau des ministères et des fédérations internationales. On s'en occupe. Comment Ah oui, ça on s'en occupe. Communication habituelle via les internats. Ouais. Voilà, l'affichage. Ouais. PSQS. Est-ce que c'est accessible aux athlètes para aussi ou pas? Alors nous, on a eu chaque année un athlète para. On a eu David Smetanine la première année,
Oui, on le voit à l'écran. On a eu Marie Baucher, même si là, dans les activités qui nous concernent, à part l'escalade de glace, c'était pas forcément très impactant. On a eu aussi Nélia Barbosa, qui est médaillée en canoë de ligne, qui a quand même, qui est une. Elle est ici. Ah oui, elle est. Ok. Je savais pas qu'elle était ici. Mais voilà, donc c'est accessible. Et après, par contre, selon le handicap, c'est vrai que David, ça nous a demandé une grosse adaptation. Voilà, c'est même fait. Non, parce qu'à la mer de glace, avant c'était encore les escaliers pour descendre à la mer de glace, pour ceux qui connaissent. Et en fait, les fauteuils sont interdits. Donc là, comme on était avec des sportifs, ils ont chargé David sur une épaule, le fauteuil sur l'autre, et en fait, on s'est fait retoquer pour des questions d'assurance. On a dû remonter David. Mais c'est intéressant aussi parce que ça a lancé un débat, et David après est allé échanger avec les gens pour dire mais en fait pourquoi je suis moi, j'ai envie de descendre, on me porte, c'est ma liberté, et en fait on l'empêche. Donc ça a aussi lancé un débat et un échange intéressant avec les gens de la CMB. La CMB en plus qui exploite est partenaire de l'événement, donc maintenant en plus on a beaucoup plus de facilité à tout ça, et selon le handicap, voilà, on adapte ou on adapte moins. Par exemple Nélia, c'est vrai que avec sa prothèse dans les rochers, etc., il y avait un guide avec elle pour aller plus lentement. Enfin voilà, on s'adapte, mais c'est accessible. Et selon le handicap, c'est vrai qu'il faut anticiper pour que l'expérience soit la meilleure à vivre possible en fonction des possibilités. Merci à tous. Bon week-end.